Le MEDEF, l'organisation patronale française, ambitionne de revenir dans le peloton de tête des entreprises étrangères implantées en Côte d'Ivoire. 150 chefs d'entreprise en mission à Abidjan ont échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants et la fondation Cocoa Initiative vont travailler ensemble pour la protection des enfants dans le secteur du cacao ivoirien. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, échange avec la presse et les associations de consommateurs. Les échanges portent sur les sujets d'actualité, cherté de la vie, prix de l'électricité, renouvellement du permis de conduire, transport, logement. On en reparle dans cette édition. L'émotion était grande aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RD Congo, où la dépouille du chanteur Papa Wemba, décédé dimanche à Abidjan, est arrivée. Des milliers de personnes se sont déplacées pour accueillir le roi de la rumba congolaise. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal du RTI 1 pour vous informer. Les patronats français et ivoiriens ensemble pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce qui ressort de l'entrevue entre le président de la République et une délégation du MEDEF. L'organisation patronale française conduit une mission de 150 chefs d'entreprise à Abidjan depuis lundi. Et c'est la plus grosse mission du MEDEF qui ambitionne de revenir dans le peloton de tête des entreprises étrangères implantées en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. À la salle des pas perdus du palais de la présidence ce jeudi, d'un côté les chefs d'entreprise de France et de l'autre le patronat ivoirien avec des membres du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara. Cette rencontre comme une preuve de confiance entre la Côte d'Ivoire et la France, comme l'a indiqué le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brault. Pour le vice-président de la CGCI, Alain Quadio, c'est le signe d'un partenariat sûr entre les deux parties. Lui emboîtant le pas, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a fait savoir que la Côte d'Ivoire et la France, conformément à l'histoire, doivent toujours œuvrer ensemble. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, c'est un grand jour de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui indique que ce partenariat entre les entreprises françaises et ivoiriennes doit constituer un catalyseur en vue de la création d'emplois pour l'épanouissement des jeunes. 15 années de turbulence, la Côte d'Ivoire est devenue maintenant un pays normal et nous comptons sur vous pour que cette normalité se traduise en croissance encore plus forte, en croissance partagée, en croissance pouvant réduire la pauvreté. Nous avons une politique de faire en sorte que notre jeunesse s'épanouisse en Côte d'Ivoire. Et cet épanouissement ne peut se faire qu'à travers les investissements, à travers la création d'emplois, à travers de meilleures conditions de vie. Notre responsabilité en tant qu'État, c'est de faire en sorte que les conditions de vie soient améliorées pour le quotidien des Ivoiriens, que ce soit les questions d'eau potable, d'électricité, de logements sociaux. Et dans tous ces secteurs, nous avons fait des progrès considérables. C'est ce qui nous vaut d'ailleurs un taux de croissance annuel moyen de 9% au cours des 4 premières années. Et notre ambition, c'est de maintenir ce taux de croissance au-delà de 7-8% jusqu'en 2020, pour nous permettre de réduire la pauvreté de moitié et aussi pour essayer de renforcer davantage l'emploi des jeunes. Au total, ce sont plus de 150 chefs d'entreprise de France qui effectuent une mission économique en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'inciter les entreprises françaises, notamment les PME, dont la délégation comprend 75% de dirigeants, à investir en Côte d'Ivoire. Leurs centres d'intérêt sont entre autres les infrastructures, notamment routières, l'éthique, l'énergie, ainsi que les secteurs agricoles et agroalimentaires. La Côte d'Ivoire, une destination qui attire les investisseurs. La capitale économique ivoirienne abrite depuis ce matin le Forum d'affaires France-Afrique de l'Ouest et centrale. 400 opérateurs économiques participent à cette rencontre d'affaires. Ils sont à la recherche de partenaires et de marchés porteurs. C'est un sujet de Francis Boifo. Au nombre de 400, des chefs d'entreprise français membres du MEDEF, des conseillers du commerce de la France et des membres du Business France. Tous à Abidjan, à la recherche de partenaires et de marchés. Une première en Côte d'Ivoire. À travers ce forum d'affaires, les Français veulent développer davantage leurs relations avec les Ivoiriens.
Premier fournisseur et client de la Côte d'Ivoire par le passé, la France est le deuxième fournisseur et le cinquième client de ce pays, considéré par le président du patronat français comme la locomotive de la sous-région. Pour la croissance de nos deux pays, pour la création d'emplois, pour l'épanouissement des hommes et des femmes, pour notre jeunesse, l'entreprise est la solution. Ce message que nous portons à la Côte d'Ivoire, nous devons, nous, entreprises, le porter en Afrique de l'Ouest et centrale, bien évidemment. Et la Côte d'Ivoire sera pour nous, avec le soutien de nos partenaires ivoiriens, une plateforme pour travailler ensemble vers le reste de l'Afrique. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement ivoirien s'est prononcé sur le thème « La ville du futur ». Daniel Kablan-Duncan a insisté sur l'intégration des nouvelles technologies dans les programmes de développement, non sans citer l'exemple de son pays. Le gouvernement a lancé un large programme de construction de 7000 km de fibre optique, dont 2000 km déjà réalisés et 5000 km à réaliser sur la période 2016-2017. Cette action est couplée avec l'interconnexion de 1000 localités à la technologie CDMA. L'objectif est de vulgariser l'usage des TIC et de valoriser le succès fulgurant de la téléphonie mobile en Afrique, avec des produits novateurs africains tels que le mobile banking. En Côte d'Ivoire, nous avons 15 milliards de francs CFA d'opérations journalières et ça permet donc d'augmenter le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Donc ceux du secteur, vous avez un marché important ici. Le Premier ministre souhaite que la rencontre d'Abidjan débouche sur la signature de plusieurs partenariats publics et privés ou entre structures privées équilibrées pour le bonheur des Ivoiriens. Nous avons un invité sur le plateau. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Mabry Touakes. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter 2 résolutions importantes concernant notre pays, la Côte d'Ivoire. La levée des sanctions depuis 2004 et la fixation au mois de juin 2017 de la fin du mandat de l'ONUC. Que faut-il en retenir, monsieur le ministre? C'est 2 bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire et que ces 2 bonnes nouvelles interviennent un mois après l'attaque de Bassam, un mois après les efforts que la Côte d'Ivoire, nos forces ont eu à faire pour éviter que le pire ne se produise à Bassam, est une très bonne nouvelle. Je voudrais dire que depuis 2004, en raison des risques d'embrasement et donc de destruction de notre pays, les Nations Unies ont pris donc la décision de mettre la Côte d'Ivoire sous embargo vis-à-vis des armes en destination de la Côte d'Ivoire. Nous avons également reçu donc les forces des Nations Unies ici soutenues par les forces françaises. Depuis la fin de la crise et avec l'élection du président Alassane Ouattara, un certain nombre d'efforts engagés par le gouvernement a consisté notamment à la réforme du secteur de la sécurité. Nous avons également engagé un vaste chantier, le président de la République en tête en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale. La gouvernance a été améliorée, la démocratie renforcée. Nous avons retrouvé la normalité et justement parce que nous avons retrouvé la normalité, nos forces étaient aptes à réagir comme ce qui s'est passé à Bassam. Alors donc tous ces efforts sont récompensés aujourd'hui par notamment le dernier rapport du secrétaire général, le groupe des experts qui est passé au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, 2 résolutions importantes ont été décidées au niveau des Nations Unies. La levée de l'embargo vis-à-vis des armes et du matériel connexes à destination de la Côte d'Ivoire et puis ensuite la prorogation du mandat de l'ONUC. Je voudrais dire que ces résolutions sont d'application immédiate, ce qui signifie qu'on nous permet dès aujourd'hui, parce que les Nations Unies ont affirmé d'ailleurs dans la résolution qu'il n'y a que l'État, que le gouvernement pour assurer la sécurité donc, de ces populations au mieux. Ils ont constaté les menaces à nos frontières, ils ont pris acte de ce qui s'est passé au niveau de Grand Bassam. Et donc ces décisions sont tombées. Nous prendrons donc des dispositions au niveau du gouvernement. Évidemment, le président s'engage de manière résolue à renforcer la réconciliation et le chantier de la cohésion sociale. Et ce que la Côte d'Ivoire trouve ici comme opportunité,
c'est donc équiper davantage ses forces pour accomplir son devoir régalien vis-à-vis des populations, d'assurer leur sécurité, d'assurer la sécurité des investisseurs, des investissements, et donc d'accroître, nous venons de voir tout à l'heure le MEDEF, mais pour que nous ayons davantage d'investisseurs, pour que les jeunes aient de l'emploi, pour que les femmes trouvent des opportunités pour leur autonomisation, il faut évidemment que ce pays soit sur le chemin de la paix et de la sécurité, que la gouvernance se renforce et qu'en toute transparence, on sente un peu la trajectoire que nous avons vers l'émergence. Je me félicite donc au nom du gouvernement de ces deux résolutions importantes qui ont été prises et nous réservons dans les jours à venir en rapport avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, d'entreprendre donc la presse nationale à l'occasion d'une conférence de presse qui pourra leur donner l'occasion d'avoir des réponses précises à quelques questions que la presse et l'opinion pourraient se poser. Vous avez dit tout à l'heure, il y a donc la décision prend effet immédiatement. Donc, concernant la levée de l'embargo, l'effet est immédiat également. L'effet est immédiat également. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Maputo Akos, d'avoir été avec nous pour nous donner ces deux bonnes nouvelles concernant notre pays, la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à l'accord signé hors de la Côte d'Ivoire par la première dame Dominique Ouattara à Genève en Suisse. Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, et la fondation Cocoa Initiative vont travailler ensemble désormais pour la protection des enfants dans le secteur du cacao ivoirien. Et cette volonté de lutte contre la traite des enfants a été matérialisée par une signature de convention, nous explique Jérôme Kofi Abolé. Au cours de cette cérémonie de signature, Mme Esther Aldet, maire de Genève, personnalité haute, a apporté le soutien de sa ville à ce partenariat entre le CNS et la Fondation. Même son de cloche pour le directeur exécutif de la Fondation ICI, il a salué ce partenariat et loué le dynamisme de la Première Dame ainsi que son leadership dans la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Saisissant l'occasion, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a tenu à préciser que l'on devra éviter de considérer que les enfants qui accompagnent leurs parents après l'école soient systématiquement comptabilisés comme enfants travailleurs ou enfants exploités. Les spécialistes, au cours de leurs différentes enquêtes, comme celle de Tulane, répertorient les enfants qui accompagnent leurs parents dans les travaux champêtres ou domestiques occasionnels comme enfants travailleurs, au même titre que les enfants qui sont réellement victimes d'exploitation et déracinés de leur foyer. Nous avons cherché les raisons de cette confusion et il s'avère que les enquêteurs se basent sur la 13e conférence internationale de l'OIT qui s'est tenue à Genève en 1982 sur les statistiques du travail et qui stipule que même si un enfant reste 1 heure par semaine au champ, il est considéré comme un enfant victime. Cette situation est difficilement acceptable pour les populations et entrave l'impact de la sensibilisation et des actions sur le terrain. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir rencontrer le directeur général de l'OIT afin de trouver une solution pour ne plus assimiler les enfants qui vivent avec leurs parents et qui mènent des activités socialisantes occasionnelles avec des enfants travailleurs ou victimes d'exploitation. Et je crois que mon message a été entendu, que nous avons trouvé des solutions. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Moussa Dosso, en tant que président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a apporté la caution du gouvernement à ce partenariat. Il a assuré que l'objectif poursuivi par la Côte d'Ivoire est de parvenir à réduire progressivement, année par année, l'ampleur et l'incidence du travail des enfants pour arriver à son éradication. Notez en bref que suite au triste événement survenu en mars dernier dans la région du Boukani, le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra le samedi prochain à Bouna pour apporter sa compassion et son soutien aux populations. Cette visite du président de la République participe de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Aussi, toutes les populations du Boukani sont-elles invitées à sortir massivement pour prendre part à cette visite de solidarité et de réconfort.
Et justement, après les événements de Bouna, certaines familles d'éleveurs Peul ont trouvé refuge à Nation. Elles ont été accueillies par des autochtones au Kolongo à 48 heures de l'arrivée du chef de l'État à Bouna. Voyons comment les autorités administratives, les chefs coutumiers et les populations des nations se sont impliqués dans la paix pour rassurer les éleveurs Peul des actions qui participent à la cohésion sociale à Bouna, nous explique Eugène Atoubé. C'est l'heure du retour des champs à Nassien et dans cette habitation quartier populaire, les femmes Peul sont à la cuisine, attendant que rentrent leurs hommes partis pour mener le bétail. Après les heures entre agriculteurs et éleveurs à Bouna, ceux-ci ont été accueillis à Nassien où ils comptent s'y établir durablement. Depuis que ma famille a été accueillie à Nassien, je suis heureuse. Je compte y rester longtemps. En tout cas, je l'ai bien accueilli. J'ai pris mes mamutes, mes choses pour préparer pour eux. En tout cas, depuis ce jour, on est ensemble. La façon dont la population de Nassien les a accueillis, ça les a encore reconfortés, ça a augmenté leur confiance, le degré de confiance de vivre ensemble avec les Kolongo de Nassien. À ce jour, ce sont 3 familles Peul d'éleveurs, soit 51 personnes au total, que Nassien a accueillies au nom de la tradition d'hospitalité en pays Kolongo. Dans cette partie du Bunkani, les éleveurs Peul ont toujours vécu en parfaite harmonie avec leurs tuteurs, les Kolongo, et les autres communautés vivant à Nassien. On a fait réunion, que vraiment, par là qui est venu à Bouna, vous les étrangers, les villageois, tout le monde, ou pas que ces problèmes-là, ça vient ici. Celui qui a un problème, même si on a toussé, s'il n'est pas content de venir voir le chef du village ou au roi, et puis on va arranger cette affaire-là. Derrière l'apparente sérénité, le spectre du contre-coup des violences de Bouna, ce que craint une bonne partie de la population de Nassien. Nassien où l'on retrouve les 3 parties hier en conflit, en l'occurrence les éleveurs Peul, les lobbies et le Kolongo. À 68, c'est le premier lobby arrivé à Nassien. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre entre nous. On est venu trouver ceux qui sont toujours devant et nous on les suit. C'est ce qu'ils disent que nous on accompagne. Il n'y a pas de palabre entre nous. Il n'y aura pas de palabre. De tout temps, dans toutes nos approches avec les populations, nous demandons de préserver la paix, la cohésion sociale entre les différentes communautés. C'est notre bien le plus précieux ici. À Nassien, on est convaincu que la préservation de l'harmonie intercommunautaire et la cohésion sociale sont l'élément moteur qui va impulser le développement de ce département. Notre souhait, le plus ardent, que la voie qui nous relie à Salé soit prise en compte par les pouvoirs publics, que le bac soit mis à haut pour que nos relations commerciales ou nos déplacements vers le centre du pays ne passent plus par l'est du pays, mais que ça passe directement par le centre. C'est que cette localité de la région du Bunkani reste encore enclavée. Tout y manque et appelle à l'urgence pour sortir de sa léthargie. Et pour renforcer la paix, il faut aussi la sécurité. Le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, renforce son dispositif sécuritaire. Après Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, c'est maintenant San Pedro. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité installe une unité du CCDO dans la région. La mission est claire, lutter contre le grand banditisme, la criminalité, le terrorisme et le phénomène des coupeurs de route dans la région de San Pedro. C'est un sujet d'Abou Sanogo. Le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, désormais présent dans la région de San Pedro. Les éléments de cette unité d'élite de lutte contre l'insécurité seront très visibles dans cette grande région réputée pour être une zone de prédilection des coupeurs de route et autres grands bandits. Et leur mission est de les traquer afin de faire revenir la quiétude au sein de la population. Leur installation officielle s'est faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Le coordonnateur du CCDO, Youssouf Kouyaté, a invité les populations de San Pedro à réserver un bon accueil aux éléments de cette unité. À nos frères, policiers, gendarmes, militaires de San Pedro, le CCDO ne vient pas en concurrent, mais en partenaire. Pour continuer avec vous le travail que vous avez toujours su faire pour la population de San Pedro, celui de veiller sur leurs personnes
et leurs biens. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a exhorté la population à une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Quand les populations voient un corps habillé, ils doivent être rassurés, ils ne doivent pas être angoissés. Seuls les bandits et les hors-la-loi doivent avoir peur. Je demande aux élus, aux cadres, de leur faciliter le travail, de travailler en bonne intelligence avec les responsables. Je demande aux populations de redoubler de vigilance. Si vous voyez des choses qui ne tournent pas rond, il faut le dénoncer aux responsables. Si vous voyez des gens et on voit qu'ils ont des activités particulières, il faut les dénoncer. L'unité d'élite et de lutte contre la criminalité dans la région de San Pedro a bénéficié de véhicules tout-terrain et d'équipements. Une visite des locaux a ponctué la cérémonie. Le gouvernement ivoirien va solliciter 4 425 milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds à la réunion du groupe consultatif à Paris les 17 et 18 mai prochains pour le PND, Plan national de développement 2016-2020. L'annonce a été faite par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba. Elle était l'invitée des rendez-vous du gouvernement. L'enseigne Bakayoko, Adama Kony. Le gouvernement appelle la communauté financière internationale à soutenir ses efforts dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2016-2020. Le groupe consultatif des bailleurs de fonds prévu les 17 et 18 mai prochains à Paris va permettre de mobiliser 4 425 milliards de francs CFA. Partenaires techniques et financiers, secteur privé national et international, ensemble, mettons le cap sur l'émergence de la Côte d'Ivoire pour assurer un succès franc au groupe consultatif pour le financement du PND 2016-2020. La stratégie du gouvernement repose sur une transformation structurelle de l'économie avec comme moteur les pôles de compétitivité et la transformation des produits de base à l'exportation. À ce groupe consultatif, la part belle sera faite au secteur privé, notamment dans le financement des grands projets structurants, l'industrie et l'agroalimentaire. Nous avons besoin d'un secteur privé fort, plus offensif et peut-être d'une plus grande participation donc des nationaux à ce secteur privé. Sur les risques de surendettement, pas d'inquiétude. L'endettement de la Côte d'Ivoire est maîtrisé. Nous avons un taux d'endettement qui aujourd'hui se situe autour de 40%. Nous sommes dans les normes communautaires. Il faut savoir que pour la norme communautaire, elle est de 70%. Ce n'est pas un objectif. Mais nous avons surtout une stratégie de maîtrise de la dette qui est éprouvée et qui permet de s'assurer qu'annuellement, la Côte d'Ivoire a la capacité de faire face à ses engagements. Le montant total des investissements à réaliser pour le PND 2016-2020 s'élève à 30 000 milliards de francs CFA. Le Salon international de l'agriculture se poursuit au Maroc. La Côte d'Ivoire participe à ce salon. La délégation ivoirienne vient de signer avec le royaume chérifien plusieurs accords. Ces accords concernent la recherche, le transfert de compétences et la formation dans le secteur agricole. Jean-Jacques Kwame est notre envoyé spécial. Ces accords au nombre de 3, signés en présence des ministres ivoiriens et marocains de l'agriculture, entre l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER de Côte d'Ivoire et l'Agropole Afrique APACI, l'Agence marocaine de coopération internationale et l'Agence de développement agricole ADA, toutes du Maroc, va booster le secteur agricole de Côte d'Ivoire. Oui, ce sont des accords qui visent vraiment à un transfert de compétences. Nous savons que ces deux structures avec lesquelles notre Agence nationale de développement rural a signé sont des structures qui ont fait leur preuve dans le cadre de la mise en œuvre du plan Maroc Vert. C'était, j'allais dire, les laboratoires pratiquement du plan Maroc Vert en termes d'assistance de conseil auprès des producteurs, qu'il s'agisse de formuler des projets ou qu'il s'agisse de l'ingénierie en ce qui concerne les itinéraires techniques. Ces partenariats concernent la formation, l'implémentation de nouvelles technologies, la création d'infrastructures agro-pastorales et la promotion des produits agro-industriels. Et déjà, un calendrier précis est connu. 3 accords très importants pour nous que nous allons commencer déjà
au début du mois de mai, puisque nos amis, nos partenaires viennent au mois de mai en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà commencé avec l'OCP, mais les deux partenaires viendront aussi pour que nous puissions avancer dans ce chemin-là. Nous avons donc pris contact avec deux agropoles qui ont initié un nouveau système de formation des techniciens et techniciens supérieurs en production et transformation dans le domaine agricole. Des accords qui devront permettre au secteur agricole de renouer avec la croissance en Côte d'Ivoire en s'inspirant du plan Maroc vert, un plan qui a permis au royaume chérifien de développer son agriculture. L'opération de rapatriement volontaire des Ivoiriens vivant à l'étranger a débuté. Plus de 400 Ivoiriens sont rentrés du Gabon. Ce retour a été rendu possible grâce au gouvernement ivoirien qui leur a affrété un vol. Ces Ivoiriens sont heureux de regagner leur pays et de participer à son essor économique, nous explique Franck Kouadio. Libreville, capitale du Gabon. La cour de l'ambassade de Côte d'Ivoire envahie par des centaines de ressortissants ivoiriens. Un jour particulier. Plus de 400 Ivoiriens sont candidats au retour volontaire dans leur pays d'origine. Pour la plupart, l'émission de la carte de séjour au Gabon, stoppée depuis quelques années, est une situation préjudiciable. Je suis rentré franchement au Gabon par la route, je n'ai pas pris le vol. Donc par la route, on passe par le Cameroun. Pour entrer dans la première ville gabonaise, qu'on appelle Bitam précisément. Étant à Bitam, on ne peut pas arriver à Libreville, puisque si on n'a pas la carte de séjour. Documents administratifs, existence précaire, mais aussi désir de participer au développement du pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un pas vraiment qui avance vers l'émergence. Donc nous jeunes Ivoiriens qui sommes dehors, nous cherchons à rentrer, à aller participer au pas de l'émergence. Après le débriefing, place dans l'avion, direction Abidjan. À l'accueil, le ministre de l'intégration africaine et le ministre de la solidarité venus témoigner l'appui du gouvernement. Le président de la République a accédé, comme vous le savez, à la demande de ces Ivoiriens qui, après avoir passé 10, 15, 20, 30 ans, ont souhaité regagner leur pays. Maintenant qu'ils sont là, dans l'immédiat, ils ont reçu un kit comprenant de la nourriture et puis de l'argent pour les premiers jours. Et puis pour la suite, le plus difficile, ça va être la question de la réintégration socio-économique et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes est là pour faciliter cela. Propos soutenus par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Gabon, son Excellence le général Philippe Mangou. Et pour marquer le coup, remise symbolique de kits alimentaires et des numéraires. Certains après une quarantaine d'années passées à l'étranger. À mon âge, j'ai dit longue vie que Dieu m'a donnée. Je ne voulais pas que mon corps reste à l'étranger. C'est la seule décision qui m'a fait venir dans mon pays. Ils sont 7747 Ivoiriens résidant au Gabon. Prochaine étape du projet de retour volontaire, l'Angola, le jeudi 28 avril. Les pays d'Afrique francophone au sud du Sahara sont en réunion à Yamoussoukro. La rencontre est présidée par l'Organisation mondiale de la santé. Les experts en santé de la mère et du nouveau-né planchent sur la question des décès maternels et des nouveau-nés. Ils veulent trouver des solutions pour mettre fin à ces décès. Léon Bro. Plus de 1500 décès de mères et 600 décès d'enfants pour 100 000 naissances vivantes. Ce tableau ivoirien de la santé maternelle et néonatale partagé par l'Afrique francophone au sud du Sahara. Mieux, dans ce même espace, les causes de ces décès, toujours selon l'OMS, sont les mêmes. Première cause, l'arrivée tard dans la structure de santé. Deuxièmement, la mère qui est venue accoucher est prise en charge dans des conditions pas toujours adéquates. Quelquefois, quand elle accouche, il y a la qualité de la prise en charge. Comment faire la délivrance? La faire à temps? Non. Si cela n'est pas fait, la femme saigne, elle meurt. Quelquefois, dans le postpartum, les complications qui surviennent ne sont pas suffisamment prises en compte et la femme meurt. Et d'ajouter que les initiatives de l'OMS, des États et même des experts pour améliorer la qualité des services de santé maternelle et infantile sont légion, tous s'accordent sur la nécessité de changer la donne. Dans le contexte actuel de technologies avancées et des progrès scientifiques, il est inadmissible de voir une femme perdre la vie
en voulant donner la vie et un nourrisson mourir dès les premières heures de sa naissance. Et ce qui est encore regrettable, c'est que la quasi-totalité des causes de ces décès sont évitables. Mais comment éviter ces décès? Les experts de la santé maternelle et infantile ont 4 jours, du 26 au 29 avril 2016, pour répondre sous l'éclairage de l'OMS. En clair, ils seront outillés pour améliorer à tout le moins la surveillance des décès maternels et riposte en abrégé SDMR déjà mise en œuvre dans les États. Cela s'entend notamment qu'il faille rendre fonctionnelles toutes les instances de coordination de la santé maternelle et infantile, renforcer la lutte contre les décès maternelle et infantile depuis la formation de base des agents de santé. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant recherche 360 milliards de francs CFA pour relever ces nombreux défis. Le ministère veut bien compter sur le soutien des partenaires au développement. La ministre Yao Efrazi leur a donc présenté les grandes orientations de son ministère qui se résument en la valorisation des femmes, l'épanouissement des familles et la protection de l'enfant. On en sait plus avec Ami Sissoko. 360 milliards de francs CFA pour promouvoir le genre, assurer l'autonomisation des femmes, l'épanouissement des familles et des enfants. Pour réunir cette somme, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant fait du lobbying auprès des partenaires au développement. Occasion pour elle de présenter, entre autres, les nombreux atouts et compétences féminines en Côte d'Ivoire. Nous leur avons dit que le genre est un outil qui leur permet d'analyser, de faire des diagnostics et d'orienter le développement de telle sorte qu'on ait un développement durable et équitable. Et nous attendons que les partenaires se prononcent sur les 5 programmes que nous leur avons présentés et qui nous disent quels sont les aspects techniques qu'on peut améliorer parce que nous sommes ensemble et quels sont les financements qui peuvent annoncer dès aujourd'hui. Les partenaires n'ont pas manqué de témoigner leur engagement à cette cause capitale dans le processus de développement d'une nation. Nous devons travailler sur le leadership et la participation des femmes pour accompagner les femmes et renforcer leurs capacités, par exemple dans le cadre électoral. Aider le ministère à faire ce plaidoyer. De plus important sera la mise en place d'un cadre de coordination et là aussi nous pouvons accompagner le ministère. Surtout pour la collecte des données statistiques. Après le lobbying auprès des ambassadeurs, agences des Nations Unies, ONG et institutions financières, reste maintenant la phase de recueil des aspirations, besoins et préoccupations de tous les acteurs. Des informations qui vont par la suite être traduites en actions gouvernementales. Au chapitre politique de cette édition, le PDCI RDA, la délégation départementale du PDCI de Boaké et la coordination du Grand Conseil régional du PDCI de Gbeke sont en fête. Ces coordinations célèbrent les 70 ans du PDCI et une journée d'hommage à Félix Houphouët-Boigny, président fondateur du PDCI, a été organisée. À Boaké, la délégation départementale et la coordination du Grand Conseil régional du PDCI de Gbeke 1 ont initié un meeting en hommage au fondateur de ce parti. Occasion pour décorer de vaillants militants. Si nous ne respectons pas la vertu de l'entente, alors ces médailles ne serviraient à rien. Les différents intervenants ont rassuré Henri Konan Bédié, actuel président du PDCI RDA, de leur inlassable engagement. Nous sommes fiers du rôle joué par le PDCI RDA et son président en faveur de la paix, de la stabilité et du progrès dans notre pays. Présidé par Albert Kakoutiapani, chef de la mission venue d'Abidjan, s'est félicité de la mobilisation et a invité les militants à davantage croire aux idéaux de ce parti. À ceux qui pensent que nous avons bradé le PDCI, nous leur répondons que nous n'avons jamais voulu brader notre parti. Et même si nous le voulions, nous ne le pourrions pas. Car le PDCI est un héritage national. Ces festivités ont bénéficié du soutien des membres des partis du RHDP et de plusieurs cadres du PDCI RDA, dont celle de Euphrasie Yaokwasi. Activités sportives et défilés des sections de base du parti ont ponctué ces festivités du PDCI RDA à Boaké.
Et le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, édition 2016, a été décerné au président américain Barack Obama en reconnaissance de sa haute contribution au renforcement de la compréhension et de la paix du monde. Barack Obama succède ainsi au président français François Hollande, dernier lauréat du prix. Le président américain recevra son prix en terre africaine au Sénégal. Ainsi en a décidé le jury hier. Sachez que le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été créé en 1986 par l'UNESCO. Et en Guinée équatoriale, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 avril dernier sont connus. Le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979, a été réélu président avec un score de 93,7%. Ces résultats ont été publiés aujourd'hui par la Commission électorale nationale. Et pour terminer, cette émotion qui était grande ce matin à Kinshasa, capitale de la RD Congo, où la dépouille du chanteur Papa Wemba, décédé dimanche à Abidjan, est arrivée. Des milliers de personnes se sont déplacées pour accueillir le cercueil blanc et rendre hommage au roi de la rumba congolaise. Papa Wemba s'est tué à jamais, vous le savez, lors d'un concert du FEMIA dans la capitale économique ivoirienne. Son corps, transféré donc à Kinshasa aujourd'hui, sera conservé à l'hôpital du Cinquantenaire. Un hommage national lui sera rendu lundi prochain. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.